Oui, ben écoutez, d'abord merci, madame, messieurs, pour la qualité de cette table ronde. L'objectif, c'était évidemment un peu de parler de l'international, mais surtout de savoir comment cette appropriation de l'hydrodiplomatie pouvait aider aujourd'hui notre pays, qui a été précurseur en matière d'organisation des politiques publiques de l'eau à travers la note 64, qui était quand même novatrice, qui a fait école dans le monde. Mais on voit bien aujourd'hui qu'ici en France, sur ce dossier, on est rattrapé par ces accélérations. Et aujourd'hui, je sens quand même un pays un peu tétanisé par ce qui lui arrive. Alors, je vais d'abord excuser Monsieur le Ministre, M. Béchu, qui devait conclure nos travaux et qui est à l'Assemblée nationale sur un débat sur le zéro artificialisation des sols et qui m'a demandé de l'excuser et vous remercie. Je tiens à vous remercier de votre participation et de vos contributions. Regarder les fleuves, c'est regarder l'état du monde. C'est finalement un très bon indicateur de notre dysfonctionnement, de nos incohérences, de notre arrogance, de notre suffisance. Mon cher Abdoulaye, je voudrais te dire que l'initiative que tu as prise, que vous avez prise d'organiser ce forum à Dakar pour mettre l'eau au cœur de l'international et de ce qui nous arrive, c'est tellement évident qu'on l'avait oublié. On a même écrit la COP 21 ici à Paris. On a fait la COP sur la biodiversité et on avait oublié l'eau. Alors que finalement, l'eau est au cœur de tout cela et c'est peut-être la ressource naturelle qui va être la plus impactée. Alors je voulais vous dire que j'ai appris beaucoup de choses cet après-midi et j'ai trouvé que vos interventions respectives des uns et des autres, elles étaient très complémentaires finalement. Donc il s'agit bien d'un bien commun. Je crois que ça, il ne faut pas oublier de le dire. Et c'est un bien commun de la planète Terre. Moins de 3% du volume de l'eau disponible sur la Terre, qui est aujourd'hui menacée. Et au cœur de ce dérèglement climatique. J'ai apprécié évidemment ce qui a été dit par Abdoulaye. Et puisque j'ai eu le plaisir de dîner avec lui hier soir, il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, l'eau finalement c'était plus fort que tout ce qui pouvait nous séparer, nous les 4 pays du Sénégal, du fleuve Sénégal. Et on a trouvé la sagesse pour se dire qu'on n'allait pas tout casser quand même, quoi. Et j'ai envie de dire que c'est une leçon, c'est peut-être la leçon qu'il faut que tous collectivement on retienne. Tous collectivement. C'est notre bien commun, tous. Et j'ai envie de dire, dans ce monde un peu fou, qu'est-ce qu'il nous reste à partager aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous reste à partager aujourd'hui? À part l'eau, la biodiversité, notre santé, notre bien-être collectif, la qualité de l'air. C'est peut-être la seule chose à partager. Donc c'est peut-être la seule chose qu'il faut mettre en haut du calendrier des relations. Donc respecter ces biens communs, c'est tout simplement du savoir-vivre. Parce qu'on n'a pas dit ça, mais tous les conflits dans le monde ont à un moment donné touché à la problématique de l'eau. Et regardez ces migrations climatiques que l'on vit aujourd'hui. Vous avez vu ce qui nous arrive. Donc de toute façon, on aura à subir les conséquences de tout cela. Donc si on... Et nous avions invité François Gémen qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, et il disait, en parlant du Mali et de la présence française au Mali, ce n'est pas des armes qu'il faut au Mali, c'est de l'eau qu'il faut au Mali, pour que les populations restent. Parce que si elles partent, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau et qu'elles ne peuvent pas faire autrement.
Donc, ce que je voudrais vous dire, moi, c'est deux, trois choses. Alors, j'ai beaucoup aimé Eric, c'est carré, mais c'est tellement vrai, la connaissance partagée. Parce que le monde de l'eau ne sait plus parler aux citoyens. Et j'en porte aussi une partie de la responsabilité, puisque je suis président d'un comité de bassin. Mais quand vous êtes au comité de bassin, mais personne ne comprend ce que vous dites. Enfin, des gens normaux, je le dis, hein, pas ceux qui sont dans le spectacle. Ceux qui, par hasard, rentrent dans la salle. Quand vous leur parlez de SAGE, de SDAGE, de PTGE, mais ils sont fous, quoi. Qu'est-ce qui leur arrive, là? C'est pas ce qu'ils disent. Mais attention, parce que le monde de l'eau, il est devenu tellement complexe qu'on ne sait plus parler des choses simples. Donc, il y a un problème de langage et de partage de mots. Parce que pour se comprendre, il faut savoir de quoi on parle. Et je dis souvent, et je ne sais pas si mon directeur d'agence de l'eau est là, mais il devait venir, mais s'il n'est pas là, c'est pas grave, je vais le redire. On a écrit un stage. Ah, on en a fait des réunions. Hein. Ah, je peux vous assurer qu'on a passé du temps. Hein. Mon cher Jean-Paul, on a écrit un document. Je ne sais pas combien de kilos de documents il y avait, mais c'était quand même quelque chose d'important. Personne ne lit ça. Personne ne lit ce document, ou si peu de gens. Alors on vous dit, c'est écrit dans le stage. Ah bon, voyons. Ah oui, c'est la 6B. Ah bah oui, nous l'a rassuré. Mais personne n'a compris finalement. Voilà. Et j'avais dit à un directeur de l'agence de l'eau, il faudrait écrire un stage pour les nuls. Mais non, mais c'est pas une plaisanterie. Donc il faut que le monde de l'eau sache parler aux autres. Parce que du coup, on a rendu les choses tellement complexes qu'on dit, oh bah il s'en occupe, c'est un gars compétent, on va le laisser faire. Non. Non. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le monde de l'eau concerne tout le monde, tous les citoyens. Alors, deuxième leçon, l'eau, elle ne vient pas du robinet. C'est ce qu'on nous a appris depuis 30 ans ici. Elle ne vient pas du robinet, l'eau. Elle vient d'une source, d'une fontaine, d'une nappe phréatique ou d'une rivière. J'ai beaucoup aimé la proposition d'Éric Orsena avec le ministre de l'Éducation pour rappeler dans toutes les écoles primaires d'où vient l'eau de l'école. Parce que ça, on savait dans le temps. On ne sait plus. Parce qu'on a considéré qu'il suffisait de tourner le robinet. Eh ben non. Donc si on veut parler de ces sujets-là, il faut qu'on comprenne que l'eau, elle vient d'à côté de chez nous. Et cette nappe phréatique ou cette rivière qu'on malmène peut-être sans le savoir. Donc se réapproprier le récit de l'eau. Parce que l'eau, finalement, c'est ce qui reliait les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui les divise. Vous vous rendez compte? L'eau, c'est ce qui reliait les gens. Dans les villages, on savait où était le puits. Demandez aux femmes et aux jeunes filles africaines si elles ne savent pas où est l'eau quand ils n'ont pas le robinet. Donc il faut qu'on réapprenne. Il y a deux difficultés en France sur la question de l'eau, que je veux souligner ici parce que ça rapproche un peu ce qu'on a dit là. La première, c'est que le périmètre hydrographique, ce n'est pas un périmètre politique. Le périmètre du bassin versant, ce n'est pas un périmètre politique. Le périmètre du fleuve, Sénégal, ce n'est pas un périmètre politique d'action. Ça, c'est un vrai problème. Parce que qui décide, mes chers collègues de la NEB? C'est le politique de l'eau ou c'est le politique qui habite sur le bassin? Enfin, qui? Et ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, force est de constater que le périmètre hydrographique commence à s'organiser à travers les commissions locales de l'eau et les schémas d'aménagement de gestion des eaux, mais il va falloir aussi reconnaître le travail et lui donner une valeur, une profondeur, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, ce qu'on méprise même. Donc ça pose la question de l'autorité politique du bassin hydrographique. La première question. Quand on parle de loi de 64, novatrice, etc., c'est une vraie faiblesse. Et je vais vous dire, moi qui suis sur le bassin de la Loire, avec ce qu'on a vécu cet été, heureusement d'ailleurs que nos amis d'EDF hydrauliciens
on laissait partager l'eau et on su partager l'eau, parce que chez moi, je ne sais pas comment on faisait. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur la Loire, eh ben, on devait gérer non seulement l'agriculture, l'énergie, mais aussi l'eau potable, la biodiversité, et que tout ça était finalement sur le plus grand fleuve métropolitain menacé. Si vous avez vu les photos de la Loire cet été, mais c'était quand même assez effrayant. Donc aujourd'hui, on se rend compte que cette ressource pourtant très, très puissante, en France, la plus puissante, parce que c'est le plus grand fleuve de métropole, ben, il est d'une vulnérabilité incroyable. Et ce n'est pas l'expression « je veux garder mon eau ». Non, je dois la laisser s'écouler parce qu'il y a des gens en dessous aussi. Donc qui décide? Périmètre hydrographique, périmètre politique. La deuxième chose, incohérente complètement, et je me permets de le dire, c'est que la politique de l'eau, ce n'est pas une politique sectorielle. Moi qui suis breton, je peux vous dire que la politique de l'eau, la qualité de l'eau en Bretagne, dépend uniquement de l'économie et de l'aménagement du territoire de la Bretagne. Et c'est bien l'économie agricole en Bretagne et l'aménagement du territoire, à savoir la non-protection des talus aidés, la suppression des zones humides et tout le reste, qui a fait la dégradation de la qualité des rivières en Bretagne, et pas autre chose. Donc aujourd'hui, la politique de l'eau, elle est trop, j'ai envie de dire, sectorielle, elle ne parle pas aux autres, et surtout, c'est une politique qui se veut réparatrice, et pas anticipatrice. Donc si vous voulez vraiment régler ce problème, ben, il faut que la politique de l'eau soit complètement intégrée dans des schémas, comme l'a fort bien dit Éric, de planification. Et quand on parle agriculture, quand on parle politique agricole commune, quand on parle SRADET, schéma régional d'aménagement des territoires, ben, il faut parler eau, puisque c'est ça qui va faire la qualité de l'eau des fleuves. Et encore plus demain, quand on va parler du partage de l'eau pour les usages agricoles, pour les usages énergétiques, pour les usages de eau potable et de biodiversité. C'est un vrai sujet politique, c'est un vrai récit politique commun qu'il faut écrire. Et je terminerai par dire que on a tellement poussé loin la plaisanterie qu'on a fait des fleuves des frontières. Vous vous rendez compte? Moi, je prends un fleuve comme la Rance, qui est l'une des rivières bretonnes. Eh ben, c'est la limite départementale entre les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Et vous savez que quand on était dans les Côtes-d'Armor, on n'était pas en Ille-et-Vilaine. Hein. Donc les gens ne se parlaient pas. Mais comment voulez-vous gérer un fleuve si vous avez d'un côté une rive droite qui est gérée par une organisation politique et de l'autre côté, la rive gauche, une autre, avec des gens qui ne se parlent pas. Donc il faut qu'on retrouve de la cohérence, du partage, de la gouvernance, du citoyen, j'ai bien entendu. Et là, on a beaucoup à réapprendre. Il nous faut un récit de l'eau. Et alors, pour finir, en vous remerciant une nouvelle fois, je vais vous citer Angela Duval, qui est une poète bretonne, qui était sur l'une des plus belles rivières de Bretagne, qui s'appelle le Léguerre. Et le Léguerre, c'était l'une des rivières les plus polluées de Bretagne dans les années 70-80. Et aujourd'hui, cette rivière, grâce à la mobilisation des hommes, des femmes du territoire, grâce à l'appropriation du sujet par les collectivités, elle vient de recevoir le label Rivière sauvage, décerné par les ONG. Donc c'est dire que rien n'est inéluctable, et quand on veut, on peut. Et Angela Duval dit « Qui n'aime pas l'eau, n'aime pas le cœur vrai ». Voilà.